Tu veux entendre quelque chose de complètement fou? Si personne ne sait qui tu es, en fait, c'est une bonne chose. Alors imagine que c'est toi et que tu es ici parce que tu n'as aucun abonné et bien sûr tu es très triste à cause de ça, ou du moins tu penses l'être. Peut-être que tu pleures de grosses larmes de tristesse, non? Et tu n'as pas ce public immense comme ces grandes célébrités ou influenceurs. Et je vais simplement t'expliquer 3 raisons pour lesquelles cela va t'aider à réussir. Je m'appelle Alex Mosé. Je suis le fondateur d'acquisition.com. Nous gagnons des sommes d'argent énormes qui semblent déraisonnables. À tel point que je peux me permettre d'avoir des angles de caméra supplémentaires inutiles comme celui-ci et celui-là. Mais je vais vous donner mon petit avertissement. Tout ce que je vais partager avec vous, je le fais en tant qu'entrepreneur et marketeur expérimenté. Et donc ce ne sont en aucun cas des promesses que vous allez accomplir quoi que ce soit, principalement parce que la plupart des gens ne font absolument rien. Cela étant dit, allons-y. Donc, le premier point, c'est que vous êtes un outsider. Donc, le point le plus important et le premier, c'est que le fait d'être inconnu présente en réalité un avantage dans chaque position. Et donc, par exemple, laissez-moi vous raconter une histoire. J'avais une entreprise qui s'appelait Allen, dont j'ai fini par vendre 75%. Il y a 4 ans, en 2021, peu importe combien d'années cela fait. Pendant que je travaillais chez Allen, nous avions des clients B, 2B, nous avions des propriétaires d'agences. Un patron d'agence m'a appelé, il travaillait avec des gérants de salles de sport. À l'époque, je possédais encore Gym Launch, l'entreprise que j'ai vendue en 2021. Il m'a dit « J'ai l'impression que ce n'est pas juste que je doive te concurrencer. » J'aide ce gars à développer son entreprise, même s'il est un concurrent car il vend aussi aux salles de sport. Je lui ai fait une remarque valable pour vous aussi. Peu importe votre niveau, il faut toujours penser comme un outsider. Si vous êtes dans le prêt-à-porter, vous concurrencerez toujours Nike. Et donc, tu es un outsider comparé à Nike. Je crois que la mentalité d'outsider est gagnante car les outsiders finissent par gagner et ceux au sommet de la montagne sont les repus et satisfaits. Et ils finissent par se font dépasser par l'outsider. Jeff Bezos rappelle qu'il fait toujours jour 1 chez Amazon. C'est qu'ils veulent garder cette mentalité. S'ils sont devenus si grands, c'est qu'ils gardent cette flexibilité. Je veux aborder ces avantages. En parlant à ce patron d'agence, il avait des difficultés. Et il a dit, tout le monde qui m'appelle me dit, eh bien, tu n'es pas Gym Launch. Et donne-moi ton historique. Depuis combien de temps tu fais ça, ce genre de choses. Et il était là, genre, je n'ai vraiment pas de bonne réponse. Alors je lui ai dit, eh bien, as-tu envisagé que, premièrement, quand j'ai commencé, j'étais à ta place? Donc, premièrement, c'est possible. Deuxièmement, ton avantage, c'est que tu n'es pas moi, n'est-ce pas? Donc, si nous sommes le plus gros acteur du secteur, Gym Launch est sans aucun doute le leader du marché. Et l'avantage que j'ai en tant que Gym Launch, c'est, je vais dire, et ce gars, Adrian, est dans le sous-sol de sa mère et n'a aucun antécédent. Et si tu veux le Coca-Cola classique et que tu veux savoir que tu as des histoires de réussite et qu'il y a des tonnes d'études de cas et plein de preuves de salles de sport comme la tienne qui ont atteint ce niveau de succès. Nous savons que notre système fonctionne, il suffit juste de l'appliquer, n'est-ce pas? Et donc, c'est plutôt convaincant. Alors, que réponds-tu à cela? Ce que tu dirais au prospect, c'est « Tu n'es qu'un numéro pour Gym Launch, tu ne rencontreras jamais Alex et tu ne lui parleras jamais. Il ne connaîtra même pas ton nom. On t'assignera juste un chargé de compte, voilà c'est tout. Il ne s'en soucie pas non plus. Et ils vont juste passer une sorte de checklist avec toi. Alors que moi, tu auras mon numéro de portable. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux m'appeler quand tu veux. Et c'est vraiment moi. Donc en réalité, la comparaison ne se fait pas entre ma société et Gym Launch. C'est entre moi et leurs représentants auxquels ils t'assigneraient. Et je peux te promettre que je suis bien plus investi dans ta réussite qu'eux. C'est convaincant, bien sûr, les 2 positions ont des avantages. Donc, il faut jouer ces cartes. On ne t'offre qu'une perspective de perdant, celle où leur position dicte d'une certaine manière comment tout va se terminer, n'est-ce pas? Parce que l'une des belles choses quand on n'a rien à perdre, c'est qu'on a aussi tout à gagner. Et donc, cela signifie aussi que tu as un nombre illimité de tentatives. Parce que si tu rates, tu reviens simplement à 0, exactement là où tu es déjà. Donc, tu as en fait un potentiel de gain illimité, sans risque, ce que je pense que les gens sous-estiment énormément. L'avantage de l'outsider, c'est pourquoi, en termes de théorie des jeux, il est le joueur le plus dangereux sur le plateau parce qu'il ne peut pas perdre. Et c'est finalement cette perspective qui m'a poussé à quitter mon travail. Au départ, le pire scénario était de retrouver mon emploi. J'avais donc des tentatives sans risque. C'est comme un ticket de loterie offert par la vie. Tu ne paies qu'avec du temps, mais tu as un gain potentiel illimité à chaque fois que tu grattes le ticket. Pour moi, ce n'est pas une mauvaise affaire. Et pour être clair, j'ai le portefeuille que nous avons aujourd'hui, avec tout cet argent et ce succès, peu importe. Mais j'ai eu 9 entreprises qui n'ont presque rien donné avant d'avoir ma première vraie grande réussite. Et à moins d'être Mark Zuckerberg ou Jeff Bezos, ce qui n'est pas courant.
La plupart des gens échouent la première fois, puis la deuxième et la troisième. Et parfois, ce qui se passe, c'est que les échecs deviennent juste des échecs moins importants, comme au début. Rien ne se vend, mais tu as créé le logo sur le site en pensant avoir lancé ta boîte. Rien ne se passe, et là, tu fais ta première vente. Tu te dis que ce n'est pas encore une vraie boîte, mais techniquement, tu es officiellement lancé en affaires. Dois-je payer des impôts là-dessus? Je commence à vendre et à gagner de l'argent, mais en fait, je n'en gagne pas vraiment. J'ai du chiffre d'affaires, mais aucun bénéfice. Et je prends tous ces risques et toutes ces dettes pour que ça démarre. Tu cherches encore à comprendre. À la quatrième tentative, tu te dis, tiens, un bénéfice. Il m'a fallu 5 ans. Tous les entrepreneurs que je connais, enfin, je ne connais pas Zuck et je ne connais pas Jeff Bezos. Donc, malheureusement, je n'en suis pas là. Mais les gars que je connais, presque tous, on a tous échoué pendant un moment. Personne n'a tout déchiré durant ces 5 premières années. La plupart des gens ont mangé du verre et fixé l'abîme, pour citer Elon Musk, ressentant une angoisse existentielle à chaque instant. Et donc, manger du verre, c'est passer toute sa journée à gérer des tas de problèmes, surtout humains, tout en essayant tant bien que mal d'avancer sur son travail. Si tu es vraiment un outsider, tu peux alors ouvrir le livre de Leeds. Et j'ai écrit un chapitre à ce sujet, il s'appelle « Plus de meilleures nouvelles ». C'est à la page 161 et j'y raconte en fait une partie de l'histoire que je suis en train de te raconter maintenant. Et l'une des choses que la plupart des outsiders, peu importe leur taille en réalité, croient à tort. Et donc, j'aimerais vraiment briser cette croyance pour toi. Très rapidement, la raison de cette publicité, c'est que j'organise l'événement entrepreneurial de la saison et tu es invité. Ce sera mon plus grand livre à ce jour. Non, pas en ce sens. Ce sera mon plus grand livre. Même pas en ce sens. Ce sera mon plus grand livre à ce jour. Pas seulement dans ce sens-là, mais avec des modèles financiers à 100 millions de dollars. Je prépare ce livre depuis plus de 2 ans. Et lors du lancement le 16 août, je vais te montrer comment obtenir plus de clients qui dépensent plus chez toi en moins de temps. Encore et encore. C'est ma compétence la plus précieuse. Et regarde ça, j'ai 5 invités mystères principaux, tous confirmés pour le direct. Ils n'ont jamais partagé la scène, beaucoup ne parlent jamais en public. Et en plus de ça, j'ai 4 bonus incroyables qui sont disponibles pour tous ceux qui veulent précommander. C'est totalement gratuit car l'inscription ne coûte rien et vous pouvez profiter de tout ça sans rien payer. Mais si tu veux précommander un exemplaire du livre, j'ai 4 bonus pour toi. Et en plus de ça, j'ai un projet sur lequel je travaille depuis 2 ans que je vais dévoiler en direct. Je ne peux pas te dire ce que c'est, mais je peux te dire que c'est mieux qu'un NFT. C'est moins cher qu'un Bitcoin. Et chaque personne présente en direct en recevra un. Donc si tu le veux, clique sur s'inscrire. RDV en direct le 16 août, précommande ton livre. Ça va être génial. Donc, premièrement, cette volatilité que vous ressentez est en fait le résultat direct d'un volume de transactions insuffisant. Tu n'en fais donc pas assez, ce qui donne l'impression de la volatilité. Laisse-moi t'expliquer cela d'une autre manière. Si tu vends à une personne toutes les 3 ou peut-être 5 semaines et que tu te dis « Ouais, chaque mois, j'ai genre un client, parfois ils ont 2 clients », ce que ça signifie vraiment, c'est qu'il y a une certaine quantité d'activité publicitaire qui a lieu. Que ce soit toi qui le fasses, d'autres personnes qui le fassent pour toi ou le bouche à oreille, toutes ces choses se produisent et il faut ce volume-là pour que tu obtiennes un nouveau client. Alors, la question qu'on doit se poser est la suivante. Comment condenser 4 semaines de publicité en une seule journée pour réussir à obtenir un nouveau client chaque jour? C'est tout ce qu'il y a, le volume. Augmenter le volume annule la chance et t'apportera de la régularité. La deuxième chose, c'est de comprendre où tu te situes réellement ici. Page 168, le mythe de la taille du gâteau. Le problème, c'est que la plupart des petites entreprises pensent que c'est comme ça. Elles commencent à faire de la publicité sur un canal, elles sont contentes, regardent ce grand visage souriant. Puis un concurrent arrive et commence à faire de la publicité sur le même canal. Elles se disent « Oh non, je n'ai plus que la moitié du marché ». Et puis tout à coup, 2 autres arrivent. Et là, tu te dis « Oh non, je n'ai plus qu'un quart du marché ». Ça rétrécit vite, c'est tellement saturé. Mais c'est une illusion. C'est un mensonge. C'est une illusion. Voici la réalité. Beaucoup voient leur marché comme une méthode, une plateforme ou un support unique. Ils se disent « Je fais des Reels Instagram pour avoir mes clients. Donc tous ceux qui font des Reels, ce sont eux mon marché cible. » Et c'est saturé, mais en réalité, il y a tellement de façons d'obtenir des clients. Prospect à chaud ou à froid, publie, mise sur la pub, l'affiliation ou la recommandation. Délègue à des employés ou passe par des agences et chasseurs de tête. Tous ces différents canaux de publicité. Et puis à l'intérieur, tu as maintenant toutes ces plateformes. N'est-ce pas? Par exemple, tu crées du contenu sur LinkedIn, tu crées du contenu sur Twitter, tu crées du contenu sur des podcasts et ainsi de suite.
TikTok, n'est-ce pas? Aussi longtemps que ça durera, n'est-ce pas? Donc, toutes ces différentes plateformes, c'est comme si en fait ce petit cercle que tu as n'est qu'un minuscule tout petit cercle ici. Et tous ces autres cercles, et toutes ces autres méthodes, et tous ces autres supports sont en fait vides. Et donc, la réalité, c'est que personne ne sait que tu existes. Et donc, la réponse, c'est que tu dois faire plus de publicité. Tu dois faire savoir à plus de gens ce que tu proposes. Et donc, la façon dont on fait ça, c'est qu'on applique la règle des 100, d'accord? Et donc, par méthode, ça veut dire que c'est à la page 164. Soit tu fais 100 prises de contact par jour à froid ou à chaud, passe 100 minutes à créer du contenu. Ce que j'ai omis dans le livre, je dis d'en publier un par jour. Certains se disent non, qu'ils vont créer 100 minutes de contenu, mais je ne les vois jamais publier car ils disent toujours y travailler encore. Et moi, qu'est-ce que tu fais? Publie, d'accord. Et puis, pour la publicité payante, c'est 100 minutes par jour à créer des publicités payantes. Cela signifie donc qu'il faut rechercher des accroches, enregistrer, monter et dépenser de l'argent. Le montant que tu dépenses chaque mois, je dirais, doit être proportionnel à ce que tu es prêt à payer par client. Voici une mise à jour apprise lors des jeux scolaires. Comme j'aide beaucoup de débutants, cela vous concerne, que vous soyez novice ou un entrepreneur déjà expérimenté. Si tu lances une nouvelle chaîne, tu repars quand même de zéro, non? Et l'une des choses qu'on a ajoutées côté contenu, c'est que la plupart du temps, tu seras limité par la quantité que tu peux produire et parfois même par tes messages privés sur une plateforme sociale. Mais ce qui est en tout cas beaucoup moins limité, c'est le nombre de commentaires sur les publications des autres. Donc l'idée est d'avoir le meilleur commentaire sur une publication pertinente. Pour ton avatar, c'est comme si tous ces posts existaient. C'est presque comme des publicités gratuites qui, selon toi, attirent l'attention de ton avatar. Donc, ce que tu veux faire, c'est apporter la réponse la plus réfléchie à cette publication. Et ensuite, tu vas en quelque sorte profiter de la visibilité des autres et c'est totalement légal. Fais donc cela en plus de tout le reste. Et c'est pour ceux qui se disent « je ne sais pas quoi faire ». Voilà ce que tu dois faire. Tu contactes des gens, tu crées du contenu, tu fais de la pub, choisis-en un. Et pour être clair, ce sont les 2 centimes d'Alex. Donc, c'est un avis personnel. Je ne rabaisse pas vraiment les gens, c'est juste que je ne fais pas ça. Certains se font un nom en rabaissant les autres. Personnellement, je n'aime pas cette négativité, ici ou ailleurs. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ma recommandation serait de féliciter les gens et en gros, de leur donner du crédit, ce que je crois les millénials disent quand quelqu'un fait du bon travail. Désolé, je me rends compte que je me vieillis en disant ça. Des fleurs, c'est ça? Dites-leur qu'ils ont fait du bon travail et, en gros, développez ou ajoutez à cela, dites par exemple « j'adore tout ça et je pense que c'est une excellente façon de faire ». Donc, au lieu de dire, en gros, c'est ça et de trop réfléchir, ma première tâche à vous donner, c'est d'écrire. Quels sont vos avantages dans votre position actuelle? Donc, si vous êtes Nike, et Nike, si vous voulez répondre à cette vidéo, ça me va totalement. Mais si vous n'êtes pas Nike, n'est-ce pas? Parlez de l'angle unique que vous avez par rapport au leader de votre marché. Honnêtement, la plupart d'entre vous n'êtes pas le leader. Puisqu'il n'y en a qu'un seul, vous faites probablement partie de la majorité qui ne l'est pas. Alors, parlez de ce qui vous différencie d'eux, d'une manière factuellement correcte, sur laquelle ils ne peuvent pas argumenter, et partagez-le dans les commentaires. J'aimerais les voir. Et tout ce que j'ai mentionné, ces positions, je l'intégrerai dans mes ventes et mon marketing. L'avantage ici, c'est que ça ne repose pas sur des affirmations. C'est simplement, voici les faits, et c'est la réalité. Si vous voulez un marketing plus percutant, mon conseil est d'aller plus en profondeur au-delà de la surface. C'est David contre Goliath, mais en réalité, c'est un avantage déloyal parce que David ne se mesure pas vraiment à Goliath. En fait, il se mesure uniquement aux genoux de Goliath, n'est-ce pas? C'est juste une partie d'un ensemble plus vaste. Et il y a cette idée un peu floue de Nike, mais en réalité, tout ce contre quoi vous vous mesurez, c'est la personne qui est 6 niveaux en dessous, qui a été embauché juste après l'université pour gérer les publications sur les réseaux sociaux d'une seule personne ou quelque chose comme ça. C'est cette personne que vous devez battre. Et donc, la façon de vaincre l'Empire romain n'est pas de l'affronter directement. C'est en grignotant petit à petit à la périphérie de leur territoire et en avançant progressivement. Et fondamentalement, c'est comme ça que les barbares, au fil du temps, ont fini par écraser Rome. Et donc, dans ce cas, nous sommes les barbares maintenant. Deuxième partie, en réalité, il est beaucoup plus facile de comprendre une petite entreprise qu'une grande. Laissez-moi vous expliquer. Vous savez, il est bien plus facile de faire pivoter un petit canot que de faire tourner le Titanic. Évidemment, on sait tous qu'on ne peut plus vraiment faire tourner le Titanic, je plaisante. Le bateau est mort, les gens sont peut-être encore vivants, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils avaient des cheminées, mais disons que c'est le Titanic. Avant ce grand trou et que tout le monde meurt. D'accord. Donc, l'idée, c'est qu'il est beaucoup plus facile et plus agile de déplacer un petit bateau. Voici les vrais chiffres. Au-delà des apparences, la réalité du business, c'est ce qu'on appelle réussir d'abord, puis passer à l'échelle.
Il faut réussir avant de passer à l'échelle. Le souci est que beaucoup apprennent la pub, vendent un peu, puis se disent « j'en ferai plus ». Mais c'est là le problème. Sans identifier le levier de croissance exponentielle de votre entreprise, vous stagnerez. Cet exemple est si puissant qu'il vaut la peine d'être redit. Très bien. Imaginons donc que vous ayez l'entreprise A et l'entreprise B. Très bien. Et toutes les deux vendent à 100 personnes par an. D'accord? Donc 100 nouveaux clients par an. Désolé. Avant 100 par an, B en vend 100, 200, puis 300 les 3 premières années. Alors, laquelle choisiriez-vous? À première vue, on se dit « Oh, je préférerais avoir B ». Mais ce n'est pas tout. Imaginons que l'entreprise B perde 100 clients chaque année car ils ne sont pas très performants ou parce qu'ils n'ont pas un bon modèle. L'année suivante, ils perdent 200 clients, puis 300, si l'entreprise A garde tous ses clients. Donc, la deuxième année, ils ont en fait 200 clients, et la troisième année, ils en ont 300. Ils ont les 200 d'origine plus ces 100 nouveaux. Donc maintenant, cela fait 300 au total. Donc, ces deux entreprises semblent être des entreprises qui réalisent 300 ventes par an. Mais laquelle préféreriez-vous maintenant avoir? Celle-ci. Parce que les marges seront meilleures car vous n'aurez pas à payer pour acquérir tous ces clients supplémentaires. Ils ont dû payer pour acquérir 600 clients, n'est-ce pas? Celui-ci n'a eu à payer que pour en acquérir 300. Tous ces coûts supplémentaires sont tombés dans la marge nette, mais en plus de cela, c'est une entreprise qui continuera toujours de croître. En fait, chaque année, vendre à 100 clients de plus suffit pour croître. Mais l'an prochain, si vous en visez 300, il en faudra 400 l'année suivante pour maintenir ce rythme. Je vous le promets. Selon une loi de la nature, la publicité pour acquérir des clients devient toujours plus coûteuse. Ciblant des audiences de plus en plus froides, moins réceptives à votre offre, vous n'attirez plus les premiers utilisateurs mais les retardataires, ce qui renchérit leur acquisition. Plus dur à convaincre et sensible au prix, bref, que du négatif. C'est fréquent quand les grandes entreprises quittent le marché. Les acquéreurs, ou tout investisseur, vont regarder cela et se demander quelle marge de progression reste-t-il? Y a-t-il un moyen au minimum de conserver les clients que nous avons et idéalement d'avoir un mécanisme interne qui permette à ces clients de nous en amener d'autres? Alors imaginez que vous soyez dans cette situation en regardant cette vidéo. Beaucoup d'entrepreneurs réalisent alors « je vends à 300 personnes chaque année, mais j'en perds 300 chaque année ». Eh bien, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est difficile car vous êtes vraiment coincé entre le marteau et l'enclume. C'est pour cela qu'il est si important de tout maîtriser avant de passer à l'échelle. Faites de la publicité et vendez assez pour savoir comment fidéliser vos clients, les garder satisfaits, les faire recommander et continuer à payer. Si vous ne comprenez pas cela, inutile de passer à l'échelle. Cela deviendra de plus en plus cher, vos marges vont s'amincir et tout sera instable, car vous dépendez surtout de la publicité payante. C'est une situation difficile. Donc, avoir une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire vouloir maîtriser l'unité fondamentale. Une fois que vous avez réussi cela, tout le reste devient beaucoup plus facile. Vous savez, je consomme énormément de logiciels, de startups et de fondateurs. Et l'une des choses dont ils parlent souvent, c'est qu'il vaut mieux simplement créer son produit. Il est préférable que 100 personnes vous adorent absolument plutôt que d'avoir 1 million de personnes qui vous apprécient à peine. C'est parce qu'il est difficile de créer pour une masse amorphe ou des foules anonymes, alors qu'il est bien plus facile de construire pour une personne précise. Il est donc essentiel d'être clair, c'est pourquoi il est important d'avoir un ICP ou un avatar client, peu importe comment vous l'appelez. Vous pouvez même donner un nom à cette personne. Voici notre cliente Jenny. Elle a 3 enfants et veut perdre du poids ou quelque chose comme ça. Est-ce que Jenny aimerait ça? Qu'en penserait Jenny, n'est-ce pas? Les meilleures entreprises que j'ai vues en produits et branding gardent toujours Jenny, leur avatar client, à table et se disent « Qu'est-ce que Jenny en penserait ?» Cela leur permet de prendre les meilleures décisions durables pour le client et la marque. Sérieusement, si vos économies d'enfance ne sont pas incroyables, elles ne s'amélioreront pas plus tard. Donc, si vous vous dites « D'accord Alex, mais comment améliorer mon offre ou ce que je propose au marché ?» J'en parle dans mon livre sur l'offre. Créer l'offre Grand Chelem, volets 1 et 2, axés sur les problèmes et les solutions. Et donc, je pense que l'un des meilleurs exercices que l'on puisse faire avec son équipe, c'est celui-ci. Si vous êtes seul, c'est la même chose. L'idée est de se poser et de se demander « Qu'est-ce qu'on écrit ?» Ici, je vais vous guider et vous accompagner. La première chose à se demander, c'est « Quel est le rêve ?» Qu'est-ce que Jenny veut? Quel est le grand résultat qu'elle souhaite obtenir? Ceci clarifié, cela optimise vos messages, ventes, scripts et publicités, etc. Deuxièmement, nous allons parler des problèmes rencontrés. Quels sont tous les obstacles qui l'empêchent de réaliser son rêve et d'accomplir ce qu'elle souhaite? Et nous voulons être, une fois encore, aussi précis que possible ici et maintenant. En général, il n'y a qu'un seul grand rêve, mais il y a de nombreux problèmes qui se mettent en travers de ce rêve.
C'est très facile de dire « je veux juste des abdos », n'est-ce pas? Mais quels sont les obstacles qui t'empêchent d'en avoir? Tu ne sais sûrement pas cuisiner ni faire les courses, tu ne sais pas te peser et compter les calories. Tu ne sais pas comment soulever des poids, tu n'as pas le temps d'aller à la salle et tu dois préparer des plats différents pour ton conjoint. Les obstacles sont presque infinis. Tout ce que tu as à faire, c'est demander à quelqu'un et écouter ses excuses. Voilà les problèmes que tu vas rencontrer. Maintenant, une fois que tu les as identifiés, c'est un exercice mental. Je veux que tu les énumères comme des solutions. Une fois les problèmes listés, transformez-les en solutions. Chaque solution aura deux parties. La première, c'est que tu veux lui donner un nom. Par exemple, tu ne sais pas comment cuisiner. On a donc notre système « tu n'as pas besoin de cuisiner ». En dessous, nous allons lister toutes les idées possibles. C'est sans doute le moment le plus créatif. Énumère toutes les solutions possibles pour régler ce problème. Et je veux dire, tu ne dois pas penser au coût. Tu dois être en plein brainstorming. Et d'ailleurs, une règle amusante pour le brainstorming. Au lieu de dire non, ajoute des idées. Dis « c'est génial » et pense « et » pas « ou ». Les bonnes idées naissent au fil des itérations. Par exemple, pour cette histoire de repas, je pourrais aller chez eux et cuisiner leur repas moi-même. Je peux faire ça, non? Écrivons-le. Quoi d'autre? On pourrait engager un chef pour beaucoup de monde. C'est intéressant. Que pourrions-nous faire d'autre? On pourrait ouvrir une épicerie pour leurs courses. D'accord. Et si on en faisait une version enregistrée? En y réfléchissant, on réalise qu'il y a au moins 20 façons différentes de résoudre ce problème. Cela vous conduit tout naturellement ensuite à l'étape numéro 4, une phase que j'aime appeler trier et empiler. Et c'est probablement la partie la plus orientée business des 5 étapes, d'accord? C'est-à-dire que tu as cette grande liste et tu te dis, d'accord, si on devait les classer selon celles qui ont une très grande valeur et celles qui coûtent peu, on veut privilégier celles qui ont une valeur très élevée et un coût très faible pour qu'elles soient notre première priorité. Maintenant, le deuxième groupe, que j'ai probablement changé, un peu différent de ce que j'ai écrit dans mes livres, c'est une mise à jour qui me convient mieux. Et pour les choses qui ont une valeur élevée mais un certain coût, beaucoup de gens cherchent immédiatement des solutions à coût zéro, voulant simplement du gratuit. Le problème est que le marché des solutions gratuites est saturé, mais ce qui laisse moins les solutions à coût moyen apportant une très forte valeur. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce processus est un processus d'idéation sans contrainte. Et la raison à cela, c'est que nous n'avons pas encore déterminé notre prix. Et donc, tu pourrais te dire, eh bien, je ne peux pas me déplacer jusqu'à chez eux. Vraiment? Pour $1 million? Probablement. Alors, ce n'est pas encore exclu. Exactement. Donc, on veut simplement réfléchir. Quelle est la combinaison la plus précieuse de ces éléments? Ensuite, on passe à l'étape 5 et on dit, c'est maintenant notre offre précieuse, notre offre grand chelem de valeur. Choisissez n'importe quel montant à facturer qui soit cohérent avec votre sélection. Dans ce processus, je vous le dis, si vos clients n'adorent pas encore votre produit, développez davantage ceci. Et voici le truc. Dans les 60 prochaines secondes, je vais vous montrer le système responsable de la grande majorité de mon succès matériel. Je fais cela en direct pour ce lancement. Je vais vous montrer comment inciter vos clients à dépenser plus chez vous en moins de temps, encore et encore. Mais ce n'est pas tout. 4 bonus incroyables attendent ceux qui souhaitent précommander avant l'événement. J'ai aussi un projet secret préparé depuis 2 ans que je dévoilerai en direct lors de l'événement lui-même. Je ne peux pas encore vous dire ce que c'est, mais c'est mieux qu'un NFT et ça coûte moins qu'un Bitcoin. Et chaque personne présente en direct en recevra un. Mais il faut être là, le 16 août. Cliquez et inscrivez-vous, on se voit en direct. C'est beaucoup plus facile, et c'est malheureux, mais c'est beaucoup plus facile de promettre ces choses que de les tenir. L'importance de maîtriser et d'étendre votre offre est cruciale. Si vous avez plusieurs composantes rendant votre service précieux, cela devient très convaincant. C'est pourquoi vous pouvez augmenter vos prix, réaliser plus de profits et mieux vendre en suivant ce cadre. Mais si vous n'êtes pas capable de livrer, vous ne voulez pas encore passer à l'échelle. Vous devez continuer à travailler dessus. Et en réalité, ça va prendre bien plus de temps que prévu. Pour moi, ça a été très difficile. La leçon que j'ai apprise, c'est que ce qu'on pense faire en 16 semaines prend 6 mois, parfois même 1 an. Et alors, ce que vous réalisez avec le temps en affaires, c'est qu'il y a en réalité bien moins de nouveautés à entreprendre que ce que vous imaginez. Il sera donc difficile de transmettre ces points à votre équipe pour leur mise en œuvre réelle, sans parler des nouveaux arrivants ignorant tout ce processus.
Elles adoptent simplement cette solution finale sans savoir comment vous l'avez élaborée. Il faut donc être plus patient avec l'idée. Un conseil de pro, c'est une petite parenthèse pour vous. Dans n'importe quelle fonction, disons que ceci est votre niveau de base. Sachez que tout changement entraîne souvent une baisse de performance immédiate d'environ 20%. Qu'il s'agisse d'un script de vente ou d'un texte publicitaire, attendez-vous à ce recul initial. Souvent, lorsque vous modifiez votre page d'atterrissage, la page que vous aviez au départ fonctionnait déjà. Et donc, quelque chose de nouveau a moins de chances de réussir au début, n'est-ce pas? C'est particulièrement vrai pour les changements opérationnels. On constate souvent une baisse de performance. Si je sais que je vais forcément avoir cette baisse de 20%, cela signifie que je dois apporter des changements. Je suis convaincu qu'elles vont avoir au moins 20% d'augmentation. Le résultat de cette pensée qui a fait de moi un meilleur entrepreneur est un progrès immense. Pour moi, c'est que, premièrement, certaines choses ne seront jamais corrigées. On se dit, bon, ça pourrait être 5% mieux, mais le coût du changement, si on change tout sans arrêt, le souci c'est qu'on ne s'en sort jamais. Je serais prêt à attendre 4 mois pour obtenir ces 20%, tu vois. Retrouver la normale et l'amélioration de 5%. Oui, mais à condition de ne rien changer d'autre pendant ces 4 mois. Sauf si, en entrepreneur hyperactif, vous changez tout, vous maintenant ainsi en permanence à cette baisse de performance de 20%. Parce que vous n'avez jamais donné à qui que ce soit la chance de devenir bon dans son travail. Vous changez toujours tout. C'est pourquoi je privilégie la stabilité, car nous obtenons des améliorations constantes des performances dans toute l'équipe. Parce que les gens deviennent tout simplement meilleurs dans leur travail, non? Si je crois vraiment que quelque chose mérite d'être changé, il faut que ce soit supérieur à 20%. Et donc, mec, je continue mes calculs. Je pense que ça pourrait nous rapporter un gain de 30 à 50%. Si c'est le cas, ça vaut le coup de tenter le pari. Mais la plupart des petits changements que je testais dans mon entreprise en me disant « Je suis Steve Jobs », chaque détail doit être parfait. Si vous créez un produit physique qui est fabriqué, c'est différent. Si vous développez un logiciel, c'est un changement ponctuel. Dans les services, modifier un processus humain est très difficile. Vérifiez que cela en vaut la peine. Et maintenant, pour ramener tous ces éléments, l'idée de l'offerstack revient à dire que si vous faites ça quand vous avez des millions de clients, c'est bien plus difficile que si vous n'en avez qu'une poignée. Parce que vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez être plus agile. Donc, plus votre équipe est petite, plus elle sera agile et moins la baisse de performance sera importante en conséquence. Si c'est juste vous, sans communiquer, vous pouvez simplement changer. Non, pensez-y. C'est l'extrême naturel. Pour vous, il n'y a presque pas de changement ou de baisse de performance. Vous apprendrez vite, mais pour le transmettre à 50 personnes, soyez certain que le contenu en vaut la peine. C'est donc un autre avantage d'être plus petit. Assurez-vous de bien faire les choses dès le début pour ne pas avoir à changer plus tard, car cela deviendra coûteux. La troisième raison pour laquelle être un outsider est un avantage, c'est que votre concurrence évolue. Laissez-moi vous expliquer cela plus en détail. Donc, au début, la grande concurrence, on peut peut-être dire qu'elle est toujours là, c'est vous. Vous êtes le concurrent. C'est ça, il faut réussir à se lever du canapé. La personne contre qui vous êtes en compétition, c'est la version paresseuse de vous-même, la version de vous que vous pensez devoir dépasser. Imagine que tu te dises « Je crois enfin que je peux y arriver ». D'accord? Alors, qui est la prochaine grande personne que tu devras affronter? Ta famille et tes amis. Certains d'entre vous ont des amis et une famille très présents et je m'en réjouis pour vous. Mais pour les autres, beaucoup d'entre elles ne vont pas vous croire. Ils ne croiront pas en toi ni en ton idée. Ils diront, parfois par une simple remarque, parfois en se moquant des sacrifices que tu fais, n'est-ce pas? Par exemple, tu dis « Je ne peux pas y aller car je dois travailler là-dessus » et maintenant tu leur fais payer le prix. Le fait est qu'ils ont une relation avec toi basée sur des attentes. En changeant ces attentes, tu bouscules les gens car ils n'aiment pas quand les choses changent. Et la réalité, c'est que, disons, au tout début de ma carrière, c'était de loin l'aspect le plus important. C'était douloureux. Ce sont les amis dont tu t'éloignes parce que tu dis « Voilà les nouvelles conditions de notre relation », si tu veux l'appeler comme ça. S'ils refusent ces conditions, tu réponds « Dans ce cas, tu ne peux plus vraiment être là ». C'est dur car j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs préférer garder leurs amis plutôt que de poursuivre leurs rêves. Et si c'est ton cas, c'est génial. Tu as gagné, tu as choisi, mais demande-toi simplement, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et je dirais que beaucoup de personnes que j'ai eues dans ma vie sont venues et reparties. Et j'ai été très reconnaissant pour le travail que j'ai accepté de faire. C'est, tu sais, Alex, une chose, tu peux faire tout ce que tu veux. Et je ne sais rien, j'en ai 3, mais j'ai bien 3 caméras. Donc tu sais, je dis ça comme ça. D'accord. Alors, quel est le prochain concurrent? Donc maintenant, le prochain, ce sera les employés.
Vous ne serez pas forcément des employés. Voyez-les plutôt comme des patrons à affronter et à dépasser. Ils ne disparaissent jamais, ils s'accumulent simplement. Tu devras toujours te surpasser à chaque niveau. Tu auras de nouvelles pressions des amis et de la famille partout. Ici, convainc tes employés de croire en ton rêve. Recrute des talents car pour réussir, l'aide est indispensable. D'accord. Il y a un vieux proverbe africain disant ceci. Un proverbe dit « Seul on va vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Car les grandes choses s'accomplissent en équipe. Les projets d'envergure demandent une expertise variée qu'il faut du temps pour acquérir. On ne peut pas tout maîtriser seul, peu importe notre propre intelligence. On a beaucoup plus de leviers. Recruter des experts permet de capitaliser sur leurs 20 ans de métier. On gagne ainsi tout leur savoir-faire immédiatement. Je vais juste les faire participer, n'est-ce pas? Maintenant, le niveau suivant qui finit par arriver, et là les plus grandes entreprises vont se reconnaître, c'est que vous allez avoir des changements de marché parce que vous êtes désormais assez gros pour que les marchés vous impactent. Quand vous êtes vraiment, vraiment petit, en gros, peu importe la taille du secteur, gagner 100 000 $ par an est possible car toute véritable industrie pèse bien plus en chiffre d'affaires. C'est donc une somme dérisoire pour le secteur, même si elle compte pour vous. Pour un marché, ce n'est pas énormément d'argent. En grandissant, si un marché chute de 20% et que vous y êtes dominant, cela finit par vous affecter, non? C'est également le cas quand on gagne plus. Les régulateurs vous ciblent pour trouver des points de non-conformité, comme ce dont Elon parle en ce moment. Ce n'est pas un commentaire politique. Regardez Amazon, Fortnite ou Reebok. Rien que l'an dernier, ils ont tous été poursuivis par la FTC pour non-conformité. Donc, je vais juste dire une chose à ce sujet, puis je passerai à autre chose. Fondamentalement, quand 100% des entreprises ne respectent pas une loi, il y a probablement une question plus profonde, à savoir, la loi est-elle juste? Et qui sont ceux qui font ces lois? Et est-ce que ces personnes sont vraiment qualifiées pour cela, compte tenu de leur expérience en affaires? Je veux être clair, il est important d'avoir des règles pour jouer à n'importe quel jeu. Mais je rejoins aussi Elon. S'il y a trop d'arbitres sur le terrain, on ne peut plus jouer du tout. Ce sont tout simplement les faits de la vie. Et pour relier cela à ce que je disais au début, l'avantage d'être un outsider, c'est que tu n'as pas encore besoin de t'inquiéter de toutes ces autres choses pour l'instant. Ça viendra, mais tu n'es pas encore assez gros pour que le régulateur ne s'en préoccupe vraiment, honnêtement. Comme tes amis et ta famille, peut-être que tu viens juste de commencer et donc ce sont des choses qui vont arriver. Les concurrents vont évoluer dans leur sophistication et dans la pression à laquelle tu seras exposé. Et tu dois juste rester droit et faire face à tout ça. Mais en tant qu'outsider, tu te dis, ce n'est pas mon problème pour l'instant. Je dois juste me concentrer sur ce qui est devant moi. C'est ton avantage. Et la difficulté avec les amis, la famille et parfois les clients, c'est que je vais te raconter une histoire pour illustrer ça. J'ai écrit ce récit quand je possédais une salle de sport. J'avais 23 ou 24 ans. Maintenant, j'aime écrire. J'ai obtenu une bourse d'écriture créative à l'époque. Finalement, je ne l'ai pas prise. Mais j'aime écrire. Je dirigeais le magazine littéraire du lycée. J'adorais ça. J'ai écrit cet article, un essai intitulé « Tout le monde croit au rêve américain jusqu'à ce qu'il devienne réalité ». Je devais faire face à une réalité difficile. Quand j'ai lancé ma première salle de sport, car je n'avais pas assez d'argent pour payer 2 loyers, j'avais économisé 2 ans pour l'ouvrir. Alors, je dormais tout simplement à la salle, ce qui ne me dérangeait pas. Et les clients pouvaient, en gros, le deviner en voyant mon oreiller dans un coin. Ils comprenaient un peu ce qui se passait et ils me disaient « C'est bien, tu poursuis ton rêve. » Genre, c'est génial. Continue comme ça. Et puis, la salle a commencé à grandir. Elle a commencé à se remplir. J'ai pu embaucher des employés et environ 9 mois ou 1 an plus tard, je venais. À ce moment-là, j'avais un manager et ça tournait tout seul, comme si ça ne m'appartenait plus vraiment. Gérer, travailler à l'intérieur. J'arrivais et les clients disaient « Ah, le patron est là. » Et je me souviens avoir pensé « Attends, j'aime ça. » Vous disiez tous que vous me souteniez pour que je poursuive mon rêve, et maintenant que j'ai accompli mon rêve, vous faites des remarques sarcastiques à mon égard. Et c'était, tu sais, je l'ai déjà dit, mais c'est la première fois que j'ai réalisé que les gens veulent que tu réussisses, mais pas mieux qu'eux. À mesure que tu continues à réussir, tu verras cela chez la grande majorité des gens. Maintenant, je crois qu'il existe des amis spéciaux qui veulent vraiment que tu gagnes. Et si tu as ces personnes-là, garde-les près de toi, parce que la plupart des gens ne sont pas comme ça. La plupart des gens seront contents, soit ouvertement, soit plus probablement, inconsciemment ou... Au fond, ton échec les réjouit
ils se sentent mieux face aux risques qu'ils n'ont jamais osé prendre. Et donc c'est difficile. Le business n'est pas fait pour les âmes sensibles, mais en même temps, la vie non plus. Et donc je pense que, comme tout est difficile. Et le vrai défaut du système, c'est que nous croyons que ça ne devrait pas être ainsi. Et que si nous changions nos conditions, ce serait plus facile. Mais en réalité, ça ne l'est jamais. Et je pense que c'est quelque chose qui, en quelque sorte, m'a aidé à traverser tout ça. Mes moments où je me lamente tellement sur mon sort, qui m'arrivent parfois. Cela veut dire que si j'avais un emploi qui ne me donnait pas de satisfaction, je me sentirais vraiment malheureux. Si j'ai les sources de stress du quotidien au travail, ça peut me rendre malheureux. Certes, rien ne te rend heureux ou malheureux. Je suis humain, probablement comme toi, et il y a des choses qui m'affectent clairement. J'ai de meilleurs jours et de moins bons jours. Et je pense que plus ou moins, dans toutes ces situations, j'ai remarqué que je restais à peu près le même, non? Je pense qu'il y a des choses que l'argent peut apporter qui rendent la vie plus pratique. Et c'est l'une de ces choses qu'on ne croit pas avant de l'avoir vécu soi-même. Je ne vais donc pas t'en dissuader. Ma chaîne consiste à aider ton entreprise, mais ça m'a aidé à surmonter beaucoup de stress lié à certaines choses. Ça ne devrait pas être comme ça. Comme quel genre d'exigence je fais à l'univers? Qui n'est pas vrai. Les affaires devraient être faciles. Ça devrait être plus agréable. Ça ne devrait pas être aussi stressant. Par exemple, il ne devrait pas y avoir autant de problèmes avec les gens. Et aussi, si on compare avec l'alternative, elle a aussi ses propres problèmes. Souvent, les entrepreneurs tombent dans une spirale de comparaison. On regarde l'herbe du voisin sans savoir qu'elle est fertilisée au fumier. C'est ce qui la booste. Et j'essaie de m'en souvenir. Tout pré verdoyant est construit sur quelque chose. Et ça m'aide à me dire, OK, je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté, mais il y a forcément quelque chose. Et ça me permet, tu vois, de me remettre en selle et de me reconcentrer. Pour conclure, si tu es un outsider, tu as des avantages. Chaque position a les siens. Il faut d'abord maîtriser, puis passer à l'échelle. Et sois content que le concurrent contre lequel tu te bats soit plus petit. Car ils deviennent plus grands et plus forts quand tu deviens plus grand et plus fort. Donc, si tu es entrepreneur, j'ai commencé à faire ces vraies analyses d'entreprise avec des chefs d'entreprise qui sont réellement venus à notre siège. Et certains d'entre vous dans le public. Et je passe 1 à 2 heures avec eux pour analyser concrètement ce qu'ils doivent faire pour développer leur entreprise de façon très tactique. Je pense que c'est parmi les meilleures choses que nous produisons. J'en suis fier et enthousiaste. Alors regardez la vidéo et donnez-moi votre avis.